Et ils nous ont dit que nous étions arrivés trop tard, que l'ennemi était déjà infiltré dans les secteurs d'Orion, resserrant son emprise sur les routes civiles et massacrant les cellules de résistance comme de la vermine. Chaque transmission interceptée depuis la bordure extérieure répétait la même chose. Capitulez ou disparaissez. Mais l'humanité n'a jamais appris à se rendre. La flotte n'a pas appareillé avec espoir. Le lancement se fit dans un silence pesant, un silence calculé, militarisé. Aucun discours, aucune bannière, juste des ordres. Les moteurs crachèrent une fumée blanche tandis que nous quittions l'orbite terrestre. 139 vaisseaux en formation, menés par un vaisseau amiral taillé comme une lame dans du titane noir, revêtu de couches de canons électromagnétiques, de cœurs nucléaires et d'une soif de vengeance. Assise dans le module de commandement 4A du cuirassé Obsidian Hammer, mon pouls ralentissait au rythme du bourdonnement sourd du réacteur. Je m'appelle Wren, anciennement commandante Wren Maddox, désormais rétrogradée au poste de stratège de combat suite à ce qu'ils ont qualifié de complications disciplinaires. En clair, j'ai désobéi à un ordre direct de sauver 173 colons d'une zone de bombardement crixienne. J'ai fait ce que j'avais à faire, et les gradés étaient furieux que je les fasse passer pour des lâches. Mais maintenant, alors que la galaxie était en flammes, ils avaient besoin de tueurs qui ne bronchaient pas. L'Obsidian Hammer n'était pas un endroit pour les idéalistes. Il était fait pour des hommes comme moi, imparfaits, froids, tactiques. Ceux qui, impassibles, regardaient leurs ennemis mourir sur des écrans. Ceux qui calculaient les ratios de victimes et les qualifiaient de justice. Je me tenais près de la table de guerre principale lorsque la flotte a franchi le seuil de distorsion pour pénétrer dans la zone de guerre d'Andros, un couloir encombré d'astéroïdes entre le dernier avant-poste militaire de la Terre et l'espace occupé par les Crixiens. À peine arrivé, le silence fut brisé. Plusieurs signaux ennemis retentirent. 23 bêtes de guerre crixiennes se dirigent vers nous, rapporta le lieutenant Kinner d'une voix tremblante. Ils ne nous attendaient pas si tôt, murmurai-je. Activez les brise-phases, sans avertissement, sans pitié. Kinner hésita. Monsieur, peut-être des civils. Exécutez, ordonna-t-il en appuyant sur le panneau. À travers le vide, nos porte-vaisseaux de première ligne déclenchèrent net les brise-phases, des torpilles à gravité brisée qui n'explosèrent pas. Elles déformèrent l'espace en dagues. Tout, dans un rayon d'1 kilomètre, fut retourné comme un gant. Les bêtes crixiennes n'eurent pas le temps de réagir. La moitié d'entre elles disparurent en quelques secondes, leurs coques broyées par le vide même qu'elles dominaient. Les autres rompirent les rangs désorientés, paniqués. C'est alors que nous avons envoyé les unités de fracture. Un à un, nos vaisseaux plus petits se sont faufilés à travers les champs de débris, s'accrochant aux coques crixiennes et les pénétrant comme des parasites. La table de guerre s'illumina d'éclairs rouges, les signes vitaux ennemis s'éteignant. Je n'ai pas fêté ça. Aucun de nous n'a fêté ça. Ce n'était pas une victoire. C'était un avertissement. Pendant des années, l'humanité a été la risée de tous. Les autres espèces nous traitaient d'instables, d'émotifs, de fragiles. Elles disaient que nous étions trop divisés pour jamais bâtir un empire. Et peut-être avait-elle raison. Mais cette fracture, c'est ce qui nous rendait dangereux. Personne ne se bat comme les brisés. Un carillon retentit dans le module de commande. Je me retournai. Le visage du général Ashran emplit l'écran vide, plus vieux, plus froid et aussi impitoyable que le vaisseau lui-même. Vous avez désobéi à une clause de cessez-le-feu direct du protocole 9, grogna-t-il. Le cessez-le-feu n'était pas en vigueur tant que nous ne l'avions pas diffusé. Nous ne l'avons jamais fait, répondis-je sèchement. Des observateurs diplomatiques étaient mahont et présents dans la région. Puis ils ont eu droit à un véritable spectacle. Ashran serra les dents. Vous venez de déclencher une guerre totale. Je me penchai en avant. Non, général. La guerre a déjà commencé. Nous avons simplement cessé de faire comme si de rien n'était. Je coupai la transmission et me retournai vers la table. Le dernier vaisseau crixien disparut des écrans de reconnaissance. Le silence retomba.
Et voilà, le premier coup avait été porté. Non pas avec honneur, ni avec stratégie, mais avec une fureur pure et calculée. Et je n'en avais pas fini. Lorsque le dernier vaisseau crixien disparut des scanners, le silence qui régnait dans le module de commandement me parut étrange. Un silence pesant, lourd comme celui qui suit un coup si violent qu'on se demande si on a brisé quelque chose en lui. Je n'ai pas levé les yeux de la table de guerre. Inutile. Je sentais tous les regards sur moi. Kinner, Ramirez, Lynn, le reste de l'équipage. Ils ignoraient ce qui allait suivre, moi non plus d'ailleurs. Mais il était hors de question que j'attende les remontrances du général Ashran. Cet homme avait enterré trop de bons soldats sous le couvert de la diplomatie. Lancez un balayage complet du système, ai-je ordonné. Je veux chaque signature thermique dans un rayon de 100 clics. Si quelque chose clignote, je veux savoir de quelle couleur est son sang. Kinner acquiesça et se mit en mouvement. Les autres suivirent. Ils étaient terrifiés, et je les comprenais. Ils venaient d'assister à l'un des massacres tactiques les plus rapides de l'histoire militaire. Pas de discours, pas de longs échanges de tirs, juste une exécution de sang-froid. Et ils savaient que la hiérarchie ne laisserait pas passer ça. Surtout, pas quand c'était moi qui avais appuyé sur la détente. Je suis sorti du module de commandement et j'ai parcouru les couloirs d'acier du marteau d'obsidienne, croisant soldats, ingénieurs, infirmiers. Personne ne croisait mon regard, personne ne me saluait. Cela me convenait. Le respect n'avait aucune valeur s'il était motivé par la peur. Je n'étais pas là pour les médailles ni les discours. J'étais là parce qu'il fallait bien que quelqu'un soit le monstre capable d'effrayer les monstres. J'ai atteint le pont inférieur, franchi la porte blindée et pénétré dans la baie 9, la salle d'observation où nous consignions les rencontres avec l'ennemi. Je devais analyser l'engagement avec les Crixiens. Non pas pour des raisons stratégiques, ni pour les archives, mais pour la vérité. Quelque chose clochait. Les Crixiens n'étaient même pas prêts, c'était évident. Mais ils n'avaient pas non plus battu en retraite comme à leur habitude. Ils n'avaient pas appelé de renfort. Ce n'était pas dans leurs habitudes. Ils n'ont pas été pris en embuscade. Ils ont été abandonnés. J'ai chargé les journaux de combat, les signaux audio et thermiques, et j'ai parcouru l'écran vide. Les données clignotaient. Schéma de mouvement, manœuvre des vaisseaux, pic d'énergie. J'ai zoomé sur les fréquences de la bande de communication lors de la première attaque. Là, une transmission crixienne, brève, statique et déformée. Mais ce n'était pas un appel de détresse, c'était une question. Pourquoi tire-t-il? On nous avait dit qu'ils n'attaqueraient pas. Les humains avaient accepté le cessez-le-feu. J'en ai eu la nausée. J'ai repassé la scène en boucle, encore et encore. Ils n'étaient pas seulement pris au dépourvu, ils se croyaient en sécurité. Quelqu'un leur avait dit que nous ne tirerions pas, quelqu'un de notre camp. Je suis resté là, les poings serrés. La rage a commencé au fond de ma poitrine, comme une brûlure sourde, puis elle est montée en flèche. Ashran. Il nous avait envoyés en mission d'infiltration sous couvert du protocole des opérations spéciales, avec plein pouvoir d'élimination, sans supervision, sans communication autorisée, et en même temps, il avait menti aux Crixiens. Pourquoi? Pourquoi nous avoir piégés? Pour massacrer une force non préparée pendant un prétendu cessez-le-feu, à moins qu'il ne veuille que cette guerre dégénère. À moins qu'il n'ait besoin d'un bouc émissaire. Et je venais de lui fournir l'excuse parfaite. Je suis sorti en trombe du hangar 9, mes bottes résonnant dans les couloirs métalliques, et me suis dirigé droit vers le secteur des communications. Le technicien de service a tenté de m'arrêter. Réglementation, chiffrement, niveau d'autorisation. Je n'ai pas discuté, je lui ai juste donné un coup de poing. Rapide et net. Il s'est effondré. J'ai entré mon ancien code de contournement. J'ai forcé les pare-feux d'administration. Je savais qu'ils effaceraient. Tout dès qu'ils découvriraient ce que je savais. J'ai tout récupéré. Les transmissions du haut commandement, les messages personnels d'Ashran, les clés de chiffrement. Je n'étais pas un hacker, mais j'étais militaire, de la vieille école, celle où il fallait savoir contourner la technologie sur le terrain. Et ce que j'ai trouvé, ça m'a glacé le sang. Ashran avait été en contact avec un ambassadeur crixien 3 semaines auparavant. Les transcriptions étaient codées.
Mais je savais lire entre les lignes. Il ne négociait pas la paix. Il mettait en scène un piège, fournissant à l'ennemi de fausses informations sur le retrait humain du secteur d'Andros. En leur assurant qu'ils pouvaient s'y regrouper en toute sécurité, il les a attirés dans un guet-apens, puis m'a envoyé les tuer, ce qui signifiait qu'il souhaitait le carnage. Il voulait que cette guerre fasse rage. Et maintenant, il avait un commandant renégat, moi, sur qui le faire porter le chapeau. J'ai téléchargé les journaux sur mon disque dur privé et les ai protégés par un triple chiffrement. Je ne pouvais pas les envoyer maintenant, pas sans me compromettre. Mais je trouverais un moyen. Pas encore, mais bientôt. Alors que je me retournais pour partir, une ombre est apparue dans la pièce. Sergent Bran, division de la sécurité, le larbin d'Ashran. Commandant, dit-il d'une voix basse, éloignez-vous de la console. Je n'ai pas bougé. Vous êtes là pour m'arrêter? Il a souri. Non, juste pour nettoyer un dégât. Il a souri. Non, juste pour nettoyer un dégât. Il a sorti son arme, un pistolet à plasma, silencieux, discret. J'ai plongé sur la gauche. L'explosion a brûlé le mur. Je me suis roulé derrière la console, j'ai attrapé la clé du panneau d'urgence et je l'ai lancée avec force. Elle lui a fracturé le poignet. Il a crié et a tiré à l'aveuglette. Je me suis précipité sur lui, les percuté de plein fouet avec mon épaule, les projeter contre le mur. Sa tête a heurté le métal avec un craquement satisfaisant. Il a glissé le long du mur, du sang s'accumulant sous son oreille. Il respirait encore, mais plus pour longtemps. Je l'ai fixé du regard, non pas avec culpabilité, mais avec détermination. Ashran n'était pas seulement prêt à déclencher une guerre, il était prêt à tuer les siens pour la dissimuler. Je savais alors que j'étais déjà marqué. Il n'y avait plus de retour en arrière. Quand je suis retourné au module de commande, j'étais différent, plus seulement en colère, mais aussi déterminé et froid. J'avais toujours flirté avec le danger, mais maintenant j'étais prêt à franchir la ligne rouge. Kinner leva les yeux, écarquillé. « Monsieur, ça va ?»« Non, dis-je. Pas du tout, on change de cap. » Il cligna des yeux. Mais le général. Interrompez le point de saut, nous nous dirigeons vers l'avant-poste 7A. Il hésita. C'est interdit d'accès. À ma connaissance, il est sur liste noire. Confinement total. Exactement, dis-je. Et vous exécuterez cet ordre, ou vous devrez expliquer à votre famille pourquoi vous avez soutenu un génocide. Son visage se décomposa. Il obéit. Je m'assis dans le fauteuil de commandement et contemplais les étoiles. L'avant-poste 7A était un vestige des premières guerres. Une base abandonnée, hors réseau, dissimulée derrière des tempêtes radioactives et des champs de débris. Mais elle possédait une chose qu'Ashran ne pouvait atteindre, un relais de communication indépendant. Si je pouvais y accéder, je pourrais diffuser la vérité sur tous les canaux du secteur. Chaque colonie, chaque groupe de résistance, chaque planète équipée d'une antenne entendrait ce qu'Ashran avait dit. Et quand il l'entendrait, quand il le verrait, il brûlerait. Mais pour y parvenir, il fallait garder une longueur d'avance. J'ai pris contact avec le canal de communication de la flotte. Ici le commandant Wren Maddox. À compter de ce jour, l'Obsidian Hammer opère sous le protocole 7, autonomie d'urgence. Tout vaisseau tentant de nous intercepter sera considéré comme hostile. Nous ne sommes ni des traîtres, ni des rebelles. Nous sommes les porteurs de vérité. Si vous croyez en l'âme de cette espèce, suivez-nous, sinon... Je marquai une pause. Alors foutez le camp. Kinner me fixa. Vous venez de déclarer la guerre au haut commandement. Je secouai la tête. Non, je leur ai juste dit que je n'étais plus leur arme. Le vaisseau fit un bond. Les étoiles se déformèrent. Et je sus qu'Ashran, derrière nous, préparait déjà un ordre d'élimination. Ce ne serait pas une guerre propre, pas de ligne de front, pas de couleurs ennemies, juste des ombres. Des humains chassant d'autres humains, la loyauté se muantait en lame. La vraie guerre avait commencé, et elle allait être sanglante. Nous sommes sortis de l'hyperespace, à 12 km de l'avant-poste 7A,
en plein cœur d'une ceinture dense de débris irradiés qui semblait avoir été une ancienne colonie minière. C'était le but recherché. L'avant-poste avait été enfoui ici, niché dans un cimetière d'acier tordu et de civilisation disparue. Plus personne ne s'aventurait aussi loin, à moins de vouloir disparaître. Je me tenais sur la passerelle, observant les épurateurs automatiques qui tentaient de compenser les interférences radioactives. Le résultat n'était pas parfait. La coque grinçait déjà sous la pression. Mais elle tiendrait bon. Le marteau d'obsidienne était conçu pour percer les atmosphères et réduire les rébellions au silence. Un peu de radiation n'allait pas la détruire. Distance jusqu'à la station relais ? Demandai-je. Kinner, pâle et en sueur sous la pression, vérifia le panneau. 64 kilomètres. Mais monsieur, nous ne sommes pas seuls ? Je me raidissais. Parlez. Il déglutit. 3 signaux viennent d'être émis à la sortie de distorsion. Classe furtive, trop loin pour être identifiée, mais ils correspondent à notre signature spectrale. Ils n'émettent aucun signal IFF, ce qui signifie qu'il s'agissait d'opérations spéciales. Personnellement, Ashran. Des chiens. Il n'a pas envoyé une armada. Il a envoyé des assassins. J'ai hoché la tête lentement. Préparé le dispositif de défense rapproché. On ne va pas se faire poignarder dans le dos. Kinner hésita de nouveau. Pas question de se faire poignarder dans le dos. Kinner hésita encore. Monsieur, on fait vraiment ça ? On retourne nos armes contre nos propres hommes ? Je me suis tourné vers lui, calme mais déterminé. Non, ils ont retourné leurs armes contre nous en premier. On ne fait que riposter. La tension dans la pièce monta d'un cran, mais je m'en fichais. Ils avaient des besoins de le ressentir. La peur avait son utilité. Elle forçait les hommes à choisir leur véritable conviction. Et à cet instant précis, la conviction était tout ce qui nous restait. Le calme intérieur du marteau vibra. Passerelle, ici la sécurité, monsieur. Nous avons un problème sur le pont 3. Alerte intrusion. Mouvement non autorisé près du stockage cryogénique. Je n'ai pas attendu. J'ai bondi du fauteuil de commandement et me suis précipité vers les ascenseurs. L'espace de stockage cryogénique était restreint, principalement composé de réserves et de cuves de médicaments congelés. Personne ne devait s'y trouver à moins de cacher quelque chose. Ou quelqu'un. L'ascenseur m'a déposé directement sur le pont. J'ai pénétré dans le couloir et j'ai immédiatement senti une odeur suspecte. De la fumée, des résidus de plasma, des coups de feu. J'ai dégainé mon arme de poing et me suis déplacé rapidement, mes bottes résonnant silencieusement sur le sol. Les lumières vacillaient. Seuls les secours étaient activés. Quelqu'un avait coupé le courant. J'ai tourné au coin de la rue et je les ai vus. 2 corps, des agents de sécurité. Tous 2 morts. Des balles nettes dans la tête et ils étaient agenouillés près d'eux, sans piller. Une femme ne paniquait pas. Vêtements civils, cheveux courts, une cicatrice sous le menton. Ses mains étaient tachées de sang, mais son regard n'exprimait aucune peur. Ils étaient concentrés, froids, entraînés. Elle leva les yeux vers moi, sans broncher. Je levai mon arme. « Qui êtes-vous, bon sang ?» Elle se redressa lentement, levant les mains, mais pas en signe de reddition. Ses mouvements trahissaient une habitude de violence, non pas de manière imprudente, mais avec calcul. « Je ne suis pas là pour vous tuer, » dit-elle. « Mais eux, si. Vous avez peut-être 10 minutes avant que les vaisseaux noirs ne percent votre coque et ne vous logent une balle dans la tête. » Je n'ai pas baissé mon arme. Parlez vite. Je m'appelle Wren, ancien agent du renseignement. Projet Grayscale. Projet Grayscale. J'ai plissé les yeux. Ce projet a été abandonné. Non, dit-elle. Il a été enterré. Elle a fouillé dans sa veste, lentement et délibérément, et en a sorti un fragment de données. Elle me l'a lancé. Je l'ai attrapé. Je la gardais toujours dans ma ligne de mire. Je l'ai branché sur mon communicateur. Les fichiers F se sont déroulés. Ligne. Expurgé, habilitation top secret, notes internes, coordonnées, protocole d'assassinat, un nom qui revenait sans cesse. Wren Maddox. Votre mort a été validée il y a 2 jours, a-t-elle dit.
Le haut commandement ne veut pas que votre version des faits soit divulguée. Le mensonge du cessez-le-feu n'était qu'une partie de l'histoire. Je fixai l'écran. Et le reste? Ils préparent une opération sous faux drapeau, dit-elle. Des vaisseaux humains arborant des symboles crixiens. Ils attaqueront les colonies extérieures de la Terre, faisant croire à des représailles pour le massacre. Je sentis la rage monter en moi comme un poing qui se serrait dans la poitrine. Pour justifier une guerre totale, acquiesça-t-elle. Des ressources illimitées, la loi martiale, la reconstruction de l'économie de guerre. Ils couronneront Ashran sauveur de l'espèce pendant qu'il embrase la galaxie entière. J'ai abaissé mon arme lentement, non par confiance, mais parce que j'avais plus besoin d'alliés que de cadavres. Tu veux l'arrêter? Elle esquissa un sourire amer. Si je voulais ta mort, j'aurais laissé les vrais assassins s'en charger. Soit. J'ai activé le protocole de communication. Kinner, protocole d'intrusion. Des agents ennemis sont à bord. Verrouillez tous les ponts. Toute personne sans autorisation de commandement sera arrêtée ou abattue. Les gyrophares sont passés au rouge. Les sirènes ont retenti. Mon équipage n'a pas posé de questions. Il n'en avait même pas besoin. Désormais, il se fiait davantage à la peur qu'aux ordres. Vren m'a suivi jusqu'à la passerelle. Elle avançait d'un pas décidé, scrutant chaque couloir, vérifiant chaque recoin. La paranoïa qu'on acquiert à force d'être traqué. Nous avons atteint le pont de commandement juste au moment où les capteurs extérieurs se sont mis et à clignoter. « Attention !» a crié Kinner. « Ils ont déployé des capsules d'abordage. 6, peut-être plus. »« Scellez tous les sas !» ai-je ordonné. « Activez les tourelles de défense, rapprochez !» Le vaisseau a tremblé lorsque nos canons automatiques ont ouvert le feu. Des explosions ont secoué la coque extérieure. Quelques capsules furent détruites en plein vol, mais pas toutes. Les voyants d'alerte s'allumèrent. Brèche sur le pont 5, des ennemis à l'intérieur. Je me tournai vers Vren. « Prête à te battre ?» Elle sortit un pistolet électromagnétique compact de sa ceinture. « Je suis né dans le sang, commandant. » « Voyons voir le tien. » Nous rencontrâmes l'équipe d'abordage sur le pont 5. Armure noire, aucun insigne, silencieux, efficace. Ils se déplaçaient, comme des ombres nettoyant les couloirs à coups de munitions incapacitantes et de tirs de plasma. Ce n'étaient pas de simples soldats, c'étaient des nettoyeurs. Ren et moi avons progressé dans les tunnels de maintenance, les prenant à revers. J'en ai compté 7. Équipés de vision thermique et de perturbateurs neurologiques, ils n'ont donné aucun avertissement, n'ont pas négocié. L'un d'eux s'est retourné, nous a vus, a levé son fusil, trop lent. Ren l'a bâti d'une balle dans la gorge. Je lui logeai une deuxième balle dans la poitrine, histoire d'être sûr. Les autres se retournèrent, mais nous étions déjà en mouvement. Couloirs latéraux, grenades assourdissantes, ricochets sur les cloisons. Ce n'était pas un combat équitable. C'était la guerre. En 6 minutes, les 7 étaient à terre. Un seul survivant, de justesse. Je m'agenouillai près de lui et lui arrachai son casque. Humain, pâle, une vingtaine d'années. Pas un soldat, une recrue. « Qui vous a envoyé ?» demandai-je. Il cracha du sang, un sourire crispé aux lèvres. « Tu es déjà mort, Maddox. Tu ne le sais juste pas encore. » Il serra les dents. Une dent empoisonnée, classique des opérations secrètes. Il eut une convulsion et mourut. Je restai debout, du sang sur mes gants, et regardai Ren. « Ils vont continuer à arriver, » acquiesça-t-elle, à moins de faire plus de bruit qu'ils ne l'auraient jamais souhaité. Nous sommes arrivés à l'avant-poste 7A 4 heures plus tard. Le Hammer avait subi des dégâts à la coque. 2 membres d'équipage étaient morts. Un autre porté disparu, probablement asphyxié lors de l'assaut. Personne ne parlait. Personne n'en avait besoin. Il ne s'agissait plus d'ordre, il s'agissait de vérité et de survie. La station relais était encore fonctionnelle, à peine, recouverte de poussière, avec des fuites de courant, mais toujours en vie. Nous nous sommes amarrés manuellement. Nous avons envoyé une petite équipe à l'intérieur avec Ren et moi. La console principale était toujours connectée au réseau du secteur. Une occasion de diffuser. J'ai téléchargé les fichiers, les transmissions, les ordres d'élimination. Ren a ajouté ses propres rapports.
les contrats d'opérations clandestines, les enregistrements de témoins, les noms des agents. Puis j'ai regardé la webcam en direct. « Ici Ren Maddox !» ai-je dit. « Commandement de la flotte humaine. » Enfin, je l'étais. J'ai fixé l'objectif, les yeux sombres. « Si vous voyez ça, c'est qu'on vous a menti. » Alors je leur ai tout raconté. Sans fioriture, sans propagande. Juste la corruption qui couvait. La vérité. Et puis on a appuyé sur envoyer. Le signal a été largement diffusé. Chaque colonie extérieure, chaque cellule de résistance, chaque barge pirate, chaque officier de flotte sympathisant du système. Et une fois le signal diffusé, il était impossible de le faire revenir en arrière. Ashran le verrait et il réduirait tout en cendres pour l'arrêter. Le signal se propagea comme une traînée de poudre. J'ai vu le téléchargement se terminer. J'ai vu le paquet de données traverser chaque relais du secteur, chaque avant-poste colonial, chaque station commerciale, même les communications du marché noir enfouies au cœur des champs d'astéroïdes. Tout s'illumina. Puis, un instant, le silence. Un silence pire que la zone de guerre. Aucune réaction, aucune clameur, aucune flotte ne changeant de camp, juste l'attente. Puis vint la riposte. Elle commença avec le Silver Dagger, un vaisseau de soutien de classe destroyer amarré à la limite de l'orbite de Saturne. La nouvelle nous parvint par ondes courtes brouillées, comme une explosion interne. Un sabotage, aucun survivant. L'un de nos derniers centres de commandement neutre, puis l'Icarus Fall, un cargo qui exfiltrait des civils des zones contestées, disparut. Aucun signal de détresse, rien. Et enfin, le Meridian Sky, le seul vaisseau dont nous étions certains d'avoir reçu notre message. Un des officiers de quart était un ami, Rask, ni loyaliste, ni rebelle, juste un homme bon qui croyait en la vérité. Il tenta de répondre, mais son message resta sans suite. Seuls des grésillements et des hurlements parvinrent à destination. Puis la communication fut coupée. Un à un, tous ceux qui nous avaient entendus furent effacés. Ashran ne comptait pas débattre. Il ne cherchait pas à réfuter nos affirmations. Il allait les éradiquer de la galaxie. Je me tenais sur le pont principal de l'avant-poste 7A, désert à l'infini. Je me tenais sur le pont principal de l'avant-poste 7A, les doigts crispés sur le bord de la console de communication, la mâchoire serrée. Mon équipage se déplaçait derrière moi comme des fantômes. Personne ne savait ce qui allait suivre. Nous étions désormais des fugitifs, des criminels de guerre aux yeux du haut commandement. Et pire encore, certains d'entre nous croyaient encore au système qui cherchait à nous anéantir. Je le voyais dans leurs yeux. L'hésitation, le doute, ils n'étaient pas tous convaincus. Pas encore. Wren s'est approchée de moi, les bras croisés, les yeux rivés sur les écrans. Elle n'a rien dit. Inutile. Son expression en disait long. Elle l'avait déjà vu. Ce regard dans les yeux des soldats quand ils comprennent que leurs ordres ne valent rien. 2 jours, a-t-elle fini par dire. Peut-être 3 avant qu'ils n'envoient la flotte principale. J'ai acquiescé. On ne survivra pas à ça. Non, a-t-elle acquiescé. Mais on pourrait déclencher quelque chose qui nous sauverait. De retour sur l'Obsidian Hammer, la paranoïa régnait en maître. La confiance était devenue une denrée rare. On a procédé à des vérifications de sécurité approfondies, des contrôles de sécurité complets et une revérification de l'équipage. Toute personne ayant des liens avec les opérations spéciales était signalée, interrogée, surveillée. Et pourtant, le doute persistait. C'est comme ça que ça commence. Pas par des coups de feu, mais par le silence, par des regards qui s'attardent une seconde de trop, par des chuchotements, par des membres d'équipage qui prennent leur repas chacun de leur côté. Ce genre de silence qui sonne comme un compte à rebours. Kinner s'est approché de moi dans la salle de briefing. Il avait l'air fatigué. Plus que ça, abattu. « Tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin, » dit-il à voix basse. « Tu as vu les données. » Il secoua la tête. « J'en ai vu assez pour savoir que quelque chose cloche, mais tu as fait de chaque personne à bord de ce vaisseau une cible. » Je me penchai en avant. « Non, Kinner,
Ashran l'a fait, dès l'instant où il a instrumentalisé la vérité. Il marqua une pause, déglutissant difficilement. « Tu aurais dû rejoindre le haut commandement. » J'ai ri, un rire amer et cinglant. Et quoi? J'ai supplié pour ma vie avant qu'il ne simule un accident de navette. Tu crois encore qu'il y a une place à cette table pour des gens comme nous? Son silence fut une réponse suffisante. Je l'ai dépassé, mais il m'a attrapé le bras. Pas brutalement, juste désespéré. Ils ont peur, reine. Tous. Pas seulement d'Ashran. De toi. Je me suis arrêté. Le coup fut plus violent que tout ce que l'ennemi avait pu lancer. Je me suis éloigné sans un mot. Cette nuit-là, si l'on peut appeler cela une nuit dans l'espace profond, des alarmes déchirèrent le silence. Brèche interne. Pont 7. J'ai atteint le couloir en quelques secondes, pistolet électromagnétique à la main. Vren était déjà là, penché sur un membre d'équipage affalé, une balle dans le flanc, mais qui respirait encore. Je l'ai reconnu. Officier de navigation. Jeune, vif, trop vif. Son casier avait été repéré lors des fouilles, mais il n'y avait aucune preuve. Maintenant, nous l'avions. Il tenait une clé de données cryptée, encore chaude. Il essayait de contacter le commandement, dit Ren. Ce salaud a failli y arriver. Je l'ai regardé. Il cligna lentement des yeux, le visage pâle, les lèvres tremblantes. « Tu ne comprends pas, murmura-t-il. Ils nous ont promis la paix. » Ce mot, paix, me resta en travers de la gorge. Il m'avait tout menti et il y avait cru. J'acquiesçais. Puis je me retournai et m'éloignai. Ren me rattrapa. « Tu ne vas pas le tuer ?»« Pas encore. » Elle fronça les sourcils. Il a failli tout compromettre. Je me suis arrêté et les regardai droit dans les yeux. C'est exactement ce qu'ils veulent, qu'on commence à s'entretuer, qu'on leur donne raison. Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste observé un instant. « La pitié ne te fera pas gagner cette guerre », a-t-elle fini par dire. « Non, ai-je acquiescé. Mais devenir ce que je déteste ne te fera pas gagner non plus. » Quelques heures plus tard, nous avons intercepté une transmission. Bâclé, précipité. Quelqu'un qui tentait de dissimuler sa position. Mal. Ce n'était pas un officier supérieur. C'était une cellule dissidente. Flotte de la résistance. Matériel terrien rafistolé avec des débris extraterrestres. Une bande d'anciens soldats et mercenaires. Ils se faisaient appeler les Ashwake. Ils avaient vu la diffusion et voulaient s'en parler. J'ai demandé à Kinner de les mettre en contact via une ligne de faisceau étroite. Le vide s'est illuminé, révélant le visage d'un homme, balafré, brûlé par le soleil, borgne. Il avait l'air de quelqu'un qui avait rampé hors d'une tranchée en flammes et qui avait décidé d'y élire domicile. « Tu es Ren Maddox ?» demanda-t-il. « Ça dépend de qui pose la question. Je suis celui qui a enterré 3 bons amis parce qu'Ashran les a utilisés comme appât. » Cela suffit. J'acquiesçais. « Alors oui, c'est moi. » Il sourit. « Bien. Parce que si tu mens, je te fourre une ogive nucléaire dans le sas. » La diplomatie a son apogée. Il s'appelait Narek, ancien capitaine, traduit en cour martiale, mis sur liste noire, désormais à la tête d'une flotte à moitié folle de drogués de la vengeance et de patriotes exilés. Mais il avait des vaisseaux, des armes, des hommes et, surtout, une rage incontrôlable. Nous avons convenu d'un point de rendez-vous. Berceau 6, une lune morte dissimulée derrière les anneaux de Virex Prime. Nous accosterions, échangerions des renseignements et, si aucun des 2 camps ne s'entretuait, nous pourrions peut-être envisager quelque chose de plus ambitieux. J'ai briefé l'équipage. Je leur ai annoncé la suite. Certains semblaient soulagés, d'autres semblaient attendre le moment propice pour se mutiner. Nous avons sauté 2 jours plus tard. Un saut silencieux, sans un mot, juste les étoiles qui s'étiraient comme des traînées fantomatiques, tandis que nous filions à travers l'espace vers Cradle 6. La flotte d'Ashwake était déjà là, une douzaine de vaisseaux,
hideux à souhait, bardés de technologies extraterrestres recyclées et de réacteurs à peine stables. Mais ils étaient vivants et surtout, ils étaient furieux. Narek monta à bord avec 2 gardes, sans salut, sans chichi, juste un regard noir qui disait « Si vous me cherchez des noises, je vous descends ». Je pouvais comprendre. Nous nous sommes retrouvés dans la salle de guerre, avons partagé des fichiers, des transmissions, des renseignements, et enfin le silence. Narek prit la parole le premier. « Tu veux les frapper ?»« Oui. »« Tu veux décapiter la bête ?» Nettement. Il se pencha en avant. « Je n'ai qu'une chance, une seule occasion de faire de vrais dégâts avant qu'il ne vitrifie ma flotte. Je veux savoir quelque chose avant de risquer la vie de tous ceux qui sont sous mon commandement. » Je croisai son regard. Demande. Il pointa vers moi un doigt épais et balafré. « Tu fais ça par justice ou par vengeance ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que je ne savais pas. Les 2 réponses étaient vraies. Les 2 étaient nées toxiques. Mais une seule pourrait sauver ce qui restait de nous. Je fais ça, et je finis par dire. Parce que j'en ai assez d'être un couteau dans la main de quelqu'un d'autre. Il m'a longuement dévisagé. Puis, il a souri. Bonne réponse. Il me fixa longuement. Puis, il sourit. Bonne réponse. Ensemble, nous avons élaboré un plan. Non pas pour gagner, pas encore, mais pour démasquer. Nous intercepterions un centre de ravitaillement de haut commandement dans le corridor de Bellatrix. Une station relais qu'Ashron utilisait pour coordonner des opérations clandestines de longue portée. Nous la capturerions et mettrions depuis elle, et l'utiliserions pour montrer à la galaxie que la corruption n'était pas un cas isolé. Elle était systémique. Si nous frappions assez fort, d'autres commenceraient à rompre les rangs. C'était l'espoir. L'espoir, une chose fragile en temps de guerre. Mais c'était tout ce qui nous restait. Bellatrix Delta flottait dans l'espace comme une plaie purulente, un relais de ravitaillement enfoui dans les ombres glacées d'une géante gazeuse morte. Elle n'a jamais été conçue pour être prestigieuse. Pas de phares éclatants, pas de bannières, juste de l'acier noir, des lumières froides et le bourdonnement silencieux de l'exploitation. Les opérations d'Ashran s'y infiltraient comme un poison dans une veine. Nous comptions l'épuiser. La flotte d'Ashwak arriva la première. 12 vaisseaux, tous plus féroces les uns que les autres. Des croiseurs de récupération et des destroyers volés, équipés de noyaux de plasma extraterrestres instables et de boucliers rafistolés avec du ruban adhésif. Belles dans leur folie, laides d'une manière que seule la survie pouvait façonner. Le marteau d'obsidienne s'abattit en une seconde, net, mortel, méthodique. Mon équipage se déplaçait avec une précision mécanique, mais je sentais les fractures s'aggraver. Un regard de travers, un faux pas, et nous imploserions de l'intérieur. Je me tenais dans la salle de guerre, aux côtés de Rennes, observant la retransmission en direct de la station cible. Aucun mouvement, aucun vaisseau extérieur, juste des mines orbitales automatisées et un réseau défensif obsolète. Du matériel basique, dépassé, pas censé empêcher des affrontements de flottes entières, mais encore trop silencieux. Ça sent mauvais, murmura Rennes, les yeux plissés. J'acquiesçai. Ashren ne laisse pas les portes aussi ouvertes, à moins qu'il y ait quelque chose qui attend derrière. Au même instant, les communications grésillèrent. La voix de Narek parvint, rauque et impatiente. « On est en position, prêts à frapper ?» Je tapotai la console. « Faisons du bruit. » L'attaque a commencé par des frappes chirurgicales. Les vaisseaux de pointe d'Ashwak ont ouvert le feu avec des brouilleurs à large spectre, paralysant le temps de réaction de la station. Nos canonnières ont pris le relais, brouillant à leur tour, paralysant encore davantage le temps de réaction de la station. Nos canonnières ont ensuite neutralisé les tourelles et détruit les capteurs thermiques. Aucun blessé,
aucune résistance. Le calme régnait. Un calme trop pesant. La voix de Keener résonna sur la ligne interne. Nous avons pénétré dans le hangar. Une équipe d'abordage est en route. Je me rendis sur la passerelle, observant, attendant. À l'intérieur du Bellatrix Delta 4, l'air était lourd de poussière et le silence régnait. Mon équipe, 12 soldats triés sur le volet, fouillait la station couloir par couloir. Ils ne trouvèrent aucun tir ennemi. C'était l'absence totale d'équipage, d'équipe de défense, et puis le feu. C'était l'absence totale d'équipage. Aucune équipe de défense. Aucune réponse de l'IA. La station n'était plus qu'une coquille vide. L'image de Keener clignotait sur mon écran. Il se tenait dans la salle de contrôle principale, entouré d'écrans éteints et de systèmes de survie encore en fonctionnement. Quelqu'un était passé par là, récemment. Il s'agenouilla près d'une tache de sang, à proximité d'une console. « Frais », dit-il, « mais pas de corps. » C'est là que j'ai compris. « Sortez de là !» ai-je crié. Mais c'était trop tard. La première explosion a ravagé le hangar, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Une explosion profondément enfouie. La seconde a suivi 5 secondes plus tard, sous l'enceinte du réacteur. Puis vint la véritable attaque, non pas de la station, mais de derrière nous. Les étoiles derrière la flotte Ashwak s'embrasèrent. Des vaisseaux sortirent du warp, fins et noirs. 30? Non, 40. Pas des civils. Même pas des militaires standards. Pire encore. Des palébornes. Une flotte expérimentale, aucun insigne, aucun indicatif. La division armement des projets les plus sombres du haut commandement. Des fantômes construits en secret. Leur unique mission, l'effacement. Ils arrivèrent sans sans prévenir. Sans crier gare, sans exiger quoi que ce soit, juste la mort. Les croiseurs achoués réagirent promptement, virant, tirant, hurlant dans leur calme délabré. Mais ce ne fut pas suffisant. L'un d'eux, le Sundagger, reçut 3 tirs de précision sur son réacteur et s'ouvrit comme un œuf, projetant corps et flammes dans le vide. La voix de Narek hurla à travers le canal. Embuscade, il le savait. Sa communication fut coupée, brouillée. Nous étions de nouveau seuls. « Déployez les boucliers !» criai-je. « Toute la puissance sur le réseau anti-aérien. Keener, évacuez l'équipe. Immédiatement !» Mais il ne répondit pas. Seulement des grésillements. Je fixai la station. Elle tremblait, se désagrégeait, piégée. Mes poings se crispèrent sur la console. Je voulais les poursuivre, envoyer jusqu'au dernier vaisseau de sauvetage. Mais si je le faisais, nous mourrions tous. Ren posa une main sur mon bras. Il connaissait le risque. C'est à toi de décider. Je la regardai et pris la décision. Désengagement. Repli vers les coordonnées de repli. Laissez les morts. Le marteau d'obsidienne tourna le dos à la station, juste au moment où elle explosa en une seconde vague de détonation. La boule de feu s'étendit largement, inondant la coque d'une lumière aveuglante. Quelque part là-dedans, Keener périt. Avec 10 hommes courageux, nous avons voyagé à l'aveugle, vecteurs aléatoires, cryptés, rebondissant sur des relais morts et des signaux fantômes pour masquer notre trajectoire. Une fois de retour dans l'espace normal, au cœur de la dérive de Kuros, je suis descendu du pont et suis resté silencieux pendant 2 heures. Ni à Ren, ni à mon équipage, ni même à moi-même. Car au fond de moi, je savais que ce n'était pas Ashran qui nous avait dupés, mais quelqu'un de l'intérieur qui avait divulgué nos coordonnées. J'ai ordonné le confinement total du vaisseau, interdisant l'accès au poste de commandement. Ren et moi avons immédiatement consulté les journaux de bord, données des capteurs, paquets de communication, signatures de distorsion. Nous l'avons trouvé enfoui dans l'historique de navigation, un relais de micro-ping, activé juste après la sélection de la cible Bellatrix. Ce n'était pas un signal, mais un indice, laissé par quelqu'un sur la passerelle. Vren a examiné les journaux. 3 personnes avaient accès à ces données. J'en connaissais 2, fidèles, habilités, dévoués à cette cause. Mais la troisième,
Le lieutenant Hal Brenner, j'aurais dû m'en douter. Brenner était le genre d'officier à rester neutre dans tous les conflits. Trop poli, trop patient. Il ne m'avait jamais défié ouvertement. Mais il me regardait toujours comme si je n'étais qu'un intérimaire. Comme si je n'étais qu'une passade. Je suis entré de force dans ces quartiers avec 2 gardes. Il avait disparu. Chambre vide, casier ouvert. Capsulé de sauvetage introuvable. Il s'était enfui avant même le début de l'attaque. Lâche? Non, intelligent. Car si je l'avais attrapé, je ne lui aurais pas tiré dessus. Je lui aurais infligé un châtiment si brutal qu'il hanterait les ponts de commandement pendant des années. Ren s'est placé derrière moi. Il est parti, probablement avec Ashran maintenant. J'ai acquiescé. Bien. Qu'ils se rassemblent tous au même endroit. Sa voix s'est faite plus basse. Tu as perdu beaucoup de gens aujourd'hui, Ren. Ils vont commencer à se demander pourquoi tu survis alors que d'autres meurent. Je me suis tourné vers elle, la culpabilité me nouant la gorge. Qu'il pose la question, ai-je dit, parce que j'en ai assez de faire semblant de savoir comment ça va finir. Plus tard dans la nuit, j'ai parcouru le navire seul, passant devant les couchettes des morts, devant l'infirmerie où se trouvaient les brûlés. Je me suis arrêté devant la cabine de Kinner. À l'intérieur, le silence régnait. Une couchette, quelques photos, dont une de lui avec son frère, lui aussi décédé, et une autre de lui, plus jeune, en uniforme de cadet, fier, avant même qu'il ne me rencontre. Je me suis assis et j'ai fixé le sol. Ce n'était pas du chagrin. Ce n'était même pas de la culpabilité. C'était une fatigue viscérale, de celle qu'on ne chasse ni avec un verre ni avec un cri. Je n'avais pas peur de mourir. J'avais peur de me transformer en Ashran avant même d'en avoir l'occasion. À mon retour sur le pont, Ren m'attendait, avec des nouvelles. Tout n'était pas perdu. Narek avait survécu, grièvement blessé, un œil en moins. Une partie de sa mâchoire avait fondu sous l'effet de la chaleur du plasma, mais il était vivant. Son vaisseau, la jument noire, avait péniblement franchi une porte de distorsion et perdu le signal, mais il avait envoyé un fragment de données avant de disparaître. Des coordonnées, une dernière tentative. Le haut commandement préparait un sommet, un événement public, une conférence de paix pour rétablir la stabilité galactique. Tout cela n'était que mensonge, un coup médiatique pour légitimer l'emprise d'Ashran sur le pouvoir. Il le retransmettrait à travers les étoiles. Une flotte, un commandant, un empire, ce serait notre dernière chance de frapper. Une seule tentative pour réduire ce mensonge en cendres, devant toute la galaxie. Ren me regarda. On n'y arrivera jamais sans aide. Je ne veux pas d'aide, dis-je. Elle fronça les sourcils. Et alors? Je veux du feu. Il y a un niveau de désespoir où les règles n'ont plus d'importance. C'est là où nous en étions. Je fixais les coordonnées décryptées qui clignotaient sur l'écran frontal du marteau d'obsidienne. L'emplacement du prochain sommet de l'unité. Dans 1 mois, une flotte pour la protéger. Des centaines d'officiels en orbite autour d'une lune neutre nommée Vali-Sourin. L'événement serait retransmis en direct dans plus de 70 systèmes planétaires. Ce n'était pas un sommet. C'était un couronnement par la propagande. Ashran ne se contentait pas de consolider sa puissance militaire. Il réécrivait l'histoire, se faisant passer pour le héros, l'homme qui unifiait l'humanité en temps de crise, qui ramenait les colonies belligérantes sous une même bannière glorieuse. Il allait devenir le symbole, et une fois cela accompli, la guerre deviendrait une religion. Je devais donc l'éliminer avant même qu'il n'atteigne ce statut. Mais je n'avais plus de flotte. Après Bellatrix, les Ashwaik furent nature dispersés. Narek se cachait dans les profondeurs de l'espace, la mâchoire à moitié arrachée, et le quart de sa raison encore intacte. Mon équipage tenait à peine le coup. Les provisions s'épuisaient. Le moral était au plus bas. Vren et moi n'avions pas échangé un mot depuis près de 2 jours. À présent, je le sentais dans chaque pièce où j'entrais. Il se peut. Demandait si j'avais perdu la combativité. Ce n'était pas le cas. Je l'avais simplement enfoui sous une glace plus froide. Il nous fallait des vaisseaux, des armes, des accès. Et pour obtenir les 3, je devais faire la seule chose que j'avais juré de ne jamais faire. Aller voir les syndicats. Jamais de la vie. Aller voir les syndicats.
Le monde criminel de l'espace humain ne reposait pas sur la confiance. Il reposait sur la peur, le chantage et les crédits opaques. L'anneau de sable contrôlait la bordure occidentale, une immense coalition pirate spécialisée dans le trafic de sang, de technologie et d'IA du marché noir. La plupart d'entre eux détestaient le haut commandement, mais cela ne signifiait pas qu'ils m'appréciaient. Mon nom résonnait encore dans les communications. Mi-légende, mi-cible de Prime. Ren m'avait prévenu de ne pas y aller. Tu vas droit dans le mur, Ren. Tu en repartiras avec une douzaine de nouveaux ennemis et aucune âme. Je l'ai regardé et j'ai dit « J'ai perdu mon âme quand j'ai laissé Kinner mourir dans cette station. » Elle n'a plus protesté. Nous avons accosté à Forge Haven, une plateforme d'armement rotative transformée en forteresse pirate dissimulée au cœur d'un champ de tempête magnétique. L'ambassadeur de l'anneau caché au cœur d'un champ de tempête magnétique. L'ambassadeur du cercle, un sale type arrogant nommé Torgil, m'accueillit avec une douzaine de gardes et un sourire crispé par de vieilles cicatrices. « Commandant Maddox », dit-il en étirant le titre comme une insulte. « Je vous croyais mort depuis longtemps. Ashran a l'habitude de régler ses comptes plus rapidement. » Je ne lui fis pas plaisir. « Je ne suis pas là pour me remémorer le passé. »« Non, » dit-il. « Vous êtes là pour supplier. » Son sourire s'élargit. « C'est nouveau. » Nous nous sommes rencontrés dans la chambre souterraine. Une pièce remplie de matériel volé et de malfrats armés. Vren se tenait derrière moi, silencieuse, observant. Je lui ai exposé la situation. Le sommet, le piège, la cible. Torgil a siroté sa boisson en riant. « Tu veux que je risque l'anneau, nos vaisseaux, nos vies, pour perturber un défilé politique gardé par tous les chiens de la flotte d'Ashron ? Oui. Et qu'est-ce que c'est que j'y gagne ? Tu peux enfin te libérer, dis-je. Tu peux être celui qui a humilié le haut commandement devant toute la galaxie. » Il haussa un sourcil. Je me penchai vers lui. « Et je te donne les dossiers. » « Quels dossiers ? Ceux qu'Ashran ne veut absolument pas que quiconque voie. Ceux qui prouvent qu'il a assassiné 3 chefs de syndicats pendant le massacre du Croc Rouge et qu'il a fait porter le chapeau à des équipes rivales. Ceux qui ont déclenché la guerre civile dans ton réseau. » Son visage s'assombrit. Vren me tendit un disque dur. Il le fixa longuement, sans dire un mot. Puis il claqua des doigts. Ses gardes baissèrent leurs armes. « Inimusso, on vous donne. 4 vaisseaux, dit-il. Pas un de plus, et vous vous chargez de tous les sacrifices. » J'acquiesçai. C'était suffisant. De retour sur le Hammer, nous commençâmes à préparer l'assaut. Ce ne serait pas un affrontement d'envergure. C'était du suicide. Cette fois, ce serait chirurgical, précis. Les vaisseaux de l'anneau de sable brouilleraient les communications orbitales et serviraient de diversion. Pendant ce temps, je mènerais une équipe d'infiltration furtive jusqu'à la station haute du sommet sur Valishuin. L'objectif n'était pas seulement de tuer Ashran, c'était de le faire en direct, à la télévision, sous les yeux de toute l'humanité. Ren détestait ça, sous les yeux de l'humanité entière. Ren détestait ça. « Ce n'est plus justice !» s'écria-t-elle, me coinçant dans la salle de briefing. « C'est du spectacle. Tu deviens ce que tu jurais de combattre. »« Non, dis-je. Je donne simplement aux gens la seule chose à laquelle ils font encore attention. » Sa voix baissa. « Une exécution publique. » Je ne bronchai pas. Il a fait de la vérité une arme. Je vais lui renvoyer la balle. Elle me fixa longuement et je le vis dans ses yeux. La frontière entre loyauté et dégoût. Elle ne partit pas, mais elle ne me suivit pas non plus. La veille de la mission, je convoquai les officiers supérieurs restants aux messes. 12 d'entre eux, à moitié meurtris, tous épuisés. Je me suis tenu devant eux. Pas de discours, pas de hiérarchie, pas de faux semblants. Je ne peux pas promettre la survie, ai-je dit. Je ne peux pas promettre la victoire. Je les ai regardés un à un. Mais je peux vous promettre ceci. Si nous réussissons, ils ne pourront plus jamais mentir sans que quelqu'un se souvienne de nous. Personne n'a applaudi. Personne n'a acclamé. Mais personne n'a quitté la pièce.
Nous avons pénétré dans le système valise en toute discrétion. Les vaisseaux leurres de l'anneau de sable ont émergé à 3 clics de la zone sommitale, diffusant des signaux de détresse brouillés. Comme prévu, la flotte d'Acheron se mit en route pour intercepter notre mission, sans se rendre compte qu'il s'agissait d'une diversion. Pendant ce temps, le marteau d'obsidienne, débarrassé de toute signature thermique non essentielle, se glissa en orbite basse sous la face cachée de la Lune. Notre équipe décolla à bord de capsules furtives. 4 au total, 8 soldats, Wren, 2 volontaires Ashwake et moi, qui n'avions plus rien à perdre. Le sommet avait déjà commencé. Des dizaines de délégués circulaient dans des halls somptueux, sous la surveillance de drones et de retransmissions en direct. Le discours principal devait avoir lieu à Oro 200, heure galactique standard. Nous avions 1 heure. Nous avons pénétré dans les locaux par une gaine technique dissimulée sous l'aile ouest. Aucune alarme, aucun bruit parasite. Wren avait brouillé les capteurs avec un vieux virus de paix. Cryptage dérobé dans un coffre-fort du syndicat. Nous avons progressé rapidement, nettoyant les couloirs, neutralisant les gardes, nous fondant dans l'ombre. Ce n'est qu'une fois arrivé dans la salle de diffusion que je l'ai aperçu. Ashran, debout derrière un pupitre, répétant son discours, flanqué de 2 gardes d'élite souriants. Parfait. Il ressemblait davantage à un sauveur qu'à un boucher. Je serrai les dents. Wren posa une main sur mon épaule. « 1 seule balle, dit-elle. Pas d'erreur. 1 seule prise, dit-elle. Pas d'erreur. » J'acquiesçai. Nous avons établi notre relais de diffusion, court-circuitant celui du sommet, 40 secondes avant le passage des caméras à l'antenne. Ashran achevait son discours lorsque le compte à rebours a commencé. Une aube nouvelle, forgée par l'unité et le sacrifice. Je suis sorti de l'ombre et j'ai levé mon arme. Il s'est figé. La salle résonna. Des halètements, des cris, des drones de sécurité qui se déployaient. Trop tard, la diffusion avait déjà commencé. Je m'adressai à la caméra. « Cet homme n'est pas votre héros. » Ashran me fixa, les yeux écarquillés. « Wren, tu ne sais pas ce que tu fais. »« Non, le coupai-je. Je sais parfaitement ce que je fais. Je diffuse tout. Les dossiers, les trahisons, les mensonges sur le cessez-le-feu, les assassinats politiques, le complot chez Bellatrix, la mort de Keener, les fuites internes, l'ambition, tout. » Et puis je prononçai la phrase qui mit fin à tout. « Ce n'est pas de la trahison, c'est la reconquête. » Ashran dégaina son arme de poing. Je tirai le premier. Une balle nette en plein cœur. Il s'effondra contre le podium, le sang ruisselant sur son uniforme impeccable. La salle sombra dans le chaos. Les alarmes hurlèrent. Les délégués prirent la fuite. Mais peu importait. La galaxie avait déjà vu et le mensonge était mort. En direct. Le coup de feu résonna plus longtemps qu'il n'aurait dû. Pas dans le hall. Le son disparut en quelques secondes, englouti par le vacarme des gardes et des délégués en fuite. Mais dans les ondes, le coup de feu, le craquement de cette vérité fatale, résonnait sans cesse. Inlassablement, dans chaque colonie, chaque flotte, sur chaque écran en orbite. Une balle, un effondrement, un homme à terre, et ainsi, le mythe d'Ashran s'effondra. Mais sa mort n'a pas apaisé les esprits. Elle a déclenché la tempête. Nous avons à peine réussi à quitter la station sommitale vivants. Les gardes n'ont pas attendu d'autorisation. Ils ont tiré à vue, hurlant trahison et sacrilège. Les 2 soldats d'Ashwick sont morts dans le premier couloir, l'un brûlé vif par une fusée éclairante de drone, l'autre touché à la colonne vertébrale en tentant de nous couvrir. Wren et moi avons couru à travers les flammes et les débris métalliques, esquivant les chutes de panneaux de plafond et les grenades assourdissantes, traînant avec nous les restes du matériel de diffusion. Peu importait que la vérité ait déjà éclaté. Nous devions survivre assez longtemps pour nous assurer que personne ne l'étouffe. Les capsules furtives du Hammer
nous ont récupérés juste à l'extérieur de la barrière atmosphérique. Nous étions à moitié conscients lorsque nous avons été hissés en orbite, meurtris, brûlés, ensanglantés, mais vivants, par miracle. À peine. Dès que nous avons atteint la sécurité, le pont du Hammer, d'obsidienne, s'est transformé en conseil de guerre. Pas de célébration, seulement des questions. Qui va combler le vide du pouvoir? Qu'en est-il des flottes de représailles? Que va-t-il se passer maintenant? Et la pire, posée par Wren, sa voix rauque et dépouillée jusqu'à l'âme. Avons-nous empiré la situation? Je ne pouvais répondre, car j'ignorais tout. Les rapports affluaient de toutes parts. La station sommitale sombra dans le chaos. Ashran mort, les amiraux rivaux se disputaient le contrôle des flottes. Les délégués s'accusaient mutuellement de collusion, de sédition et de trahison. Le traité d'unité était voué à l'échec avant même d'être mis en œuvre. 3 colonies importantes proclamèrent leur indépendance le jour même. 2 autres cessèrent toute activité. Sur Terre, des émeutes éclatèrent de part et d'autre de l'équateur. Des manifestants descendirent dans la rue, brandissant des pancartes où l'on pouvait lire « Maddox avait raison », tandis que d'autres crièrent « Traître ! Assassin !» Je suis devenu un symbole du jour au lendemain. Pour certains, j'étais un libérateur. Pour d'autres, un terroriste. Les deux se trompaient. Je ne cherchais pas à sauver l'humanité. Je voulais juste qu'elle cesse de se mentir à elle-même. À l'intérieur du marteau, j'ai senti le changement presque instantanément. Avant, il y avait la peur. Maintenant, il y avait la conviction. Mais la conviction est dangereuse. Elle donne aux gens une raison de se battre et de mourir. Et parfois, ils cessent de se soucier de la raison pour laquelle ils meurent. Ils ne veulent que du sang. Ren m'a interpellé à la cantine 2 jours après l'assassinat. Son visage était émacié, épuisé. « Tu dois leur parler », a-t-elle dit. Je suis resté les yeux rivés sur mon plateau. Il n'y a plus rien à dire. Tu as déclenché quelque chose qui te dépasse, qui nous dépasse tous. En ce moment, ils te prennent pour un prophète. J'ai ri, un rire amer et discret. Je ne suis qu'un simple soldat qui en a eu marre d'obéir aux ordres. Ce n'est pas comme ça qu'ils vous voient, dit-elle en se penchant vers moi. Et c'est bien là le problème. J'ai prononcé un discours ce soir-là, non pas par envie, mais par obligation. Je me tenais sur la passerelle, les caméras tournaient, tandis que tous les vaisseaux fidèles qui nous restaient étaient branchés. Les Ashwak, les flottes brisées, les indépendants et même d'anciens commandants de factions terriennes. Je ne leur ai pas donné d'espoir, je leur ai dit la vérité. Ce n'est pas une rébellion, ai-je déclaré. C'est un règlement de compte. Je n'ai pas tué Ashran pour la gloire. Je l'ai fait parce que personne d'autre n'avait le courage de nommer ce système pour ce qu'il est réellement. Brisé, pourri, bâti sur le sang. Je marquai une pause. Je ne dirigerai pas d'empire. Je ne porterai pas de couronne. Mais je mettrai chaque mensonge au grand jour, jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien pour se cacher. J'ai regardé droit dans l'objectif. Et si cela fait de moi l'ennemi, je l'accepte. Alors vous comprendrez enfin ce que signifie être humain. La transmission s'est propagée comme une traînée de poudre, par des canaux détournés, des forums civils, des lignes rebelles, et a même fuité dans les émissions d'espèces ennemies. L'humanité se déchirait. Mais ce n'était pas le pire. 3 jours plus tard, une flotte anonyme nous envoya un message. Crypté. Court, 3 mots seulement. Nous rentrons à la maison. Au début, nous avons cru qu'il s'agissait d'une unité loyaliste, peut-être une cellule dissidente ayant fait défection. Mais les coordonnées indiquaient une provenance extérieure à la périphérie galactique, l'espace profond. Puis Ren décrypta la seconde couche et tout bascula. Le message ne venait pas des humains. Il venait des Crixiens, cette même espèce que nous avions massacrée sur ordre d'Ashran, celle-là même qu'on nous avait dit estropiée, divisée, brisée. Ils ne l'éteignent pas. Ils n'avaient fait que nous observer. Et maintenant,
Ils avaient repéré notre faille. La retransmission leur avait révélé notre plus grande vulnérabilité. Nous étions désunis. Nous étions à bout de souffle. Et ils voulaient nous achever. De retour dans la salle de commandement, je fixais l'écran tandis que les vaisseaux crixiens commençaient à se mobiliser depuis les abords de la faille de Persée. Il ne s'agissait pas de simples éclaireurs. C'était une flotte de guerre, pas seulement pour se venger, pour conquérir, pour nous effacer pour ce que nous avions fait. Wren se tenait à mes côtés. « Nous avons arraché le masque, dit-elle, et maintenant, le monde entier voit les cicatrices. » Je ne dis rien. Il n'y avait plus rien à dire. Il ne restait qu'une chose à faire. Avant, je croyais que le plus dur dans la guerre, c'était de tuer. Ce n'est pas ça. C'est l'attente. Le silence avant qu'une flotte ne sorte de l'hyperespace. Le calme avant que le premier obus ne frappe votre coque. C'est ce qui vous ronge de l'intérieur. Car dans ce silence, tous les fantômes se font plus entendre. Et à ce moment-là, j'avais plus de fantômes que de membres d'équipage. Les Crixiens n'envoyaient pas un coup de semonce. Ils envoyaient l'extinction. 300 vaisseaux, 70 porte-vaisseaux lourds, des dizaines de vaisseaux de combat, des monstres de siège enveloppés d'une armure plasma et alimentés par des noyaux de matière noire. Ils surgissaient des ténèbres, tels une vague de vengeance. Assis dans le fauteuil de commandement du marteau d'obsidienne, j'observais les images en direct tandis qu'ils approchaient de la faille de Persée. Silencieux, imperturbables, déterminés. « On arrive quand ?» demandai-je. Wren, debout à la console tactique, leva à peine les yeux. 27 heures. C'était tout. 27 heures avant que l'humanité n'obtienne ce qu'elle méritait. J'ai convoqué mon propre sommet. Pas dans une salle de marbre, pas sur une lune de paix, mais à bord d'un vaisseau de guerre. Pas de drone de sécurité, pas de discours, juste les dirigeants, ou ce qu'il en restait. Narek se connecta. Sa voix parvint à travers une liaison brouillée. Il se remettait d'une opération. Une partie du bas de son visage avait été remplacée par de l'os synthétique. Toujours aussi méchant, toujours aussi en colère. 2 anciens amiraux de la flotte terrestre se connectèrent également. Ils avaient disparu après l'assassinat, trop effrayés pour agir, trop fiers pour demander de l'aide. Désormais, ils n'avaient plus le choix. Même l'anneau de sable est apparu, Torgal, toujours aussi suffisant, sirotant une boisson probablement illégale dans une flasque en métal. Et j'ai dit les choses telles qu'elles étaient, ni politique, ni stratégie, juste la vérité. Ils viennent finir ce que nous avons commencé, ai-je dit. On a mis le feu aux poudres, maintenant l'essaim arrive, grogna Narek. Alors, autant allumer le feu. L'une des commandantes de la flotte terrestre, une femme aux cheveux gris et au regard glacial, fronça les sourcils. « Vous vous attendez à ce que nous suivions une traîtresse ?» Je la fixai. « Non, dis-je. J'attends de vous que vous vous battiez pour l'espèce, ou que vous mouriez en la voyant disparaître. » Elle ne protesta plus. Nous avions 27 heures. Nous avons utilisé toutes nos forces. La Chouaquet revint, en lambeaux, brisée, mais animée d'une détermination farouche. Des cargos civils furent transformés en bombardiers de fortune. L'anneau de sable apporta des perturbateurs de boucliers et des canons de classe Javelin volés aux Crixiens des années auparavant. Même l'ancienne flotte de la Griffe de Mars, que l'on croyait démantelée depuis longtemps, répondit à notre appel. 10 croiseurs antiques, que l'on croyait démantelés, répondirent à notre appel. 10 croiseurs antiques, sous-armés et à peine aptes au vol spatial, mais arborant fièrement leur silhouette. Les vaisseaux brisés se rassemblèrent. Non pas grâce à moi, parce qu'ils n'avaient personne d'autre. À la 27e heure, nous vîmes la flotte crixienne détruire la dernière balise relais du couloir de Trivax. L'explosion illumina la moitié d'un système. La guerre avait commencé. Je me tenais sur le pont du marteau. Ma vieille armure de combat me collait à la peau comme une seconde peau, lourde, cabossée, rapiécée de brûlures. Je ne l'avais pas portée depuis la trahison d'Ashran, depuis avant que je ne recommence à me soucier d'être humain. Wren se tenait à mes côtés.
Elle resta longtemps silencieuse. Alors, prête à redevenir le monstre, je la regardai. Non, répondis-je, mais je le ferai quand même. Les Crixiens n'ont pas attendu. Ils se sont téléportés en formation, un mur de feu et d'acier noir. La première salve a vaporisé 2 croiseurs civils. Sans avertissement, sans message d'introduction, juste la mort. La riposte fut immédiate. Les vaisseaux de Narek nous ont pris à revers par la gauche, larguant des bombes à impulsion qui ont décimé l'avant-garde crixienne. L'anneau de sable a frappé depuis l'ombre des astéroïdes, lançant des torpilles disruptrices qui ont réduit en miettes une demi-douzaine d'éclaireurs ennemis. Mais ce n'était pas suffisant. C'était plus grands, plus forts, plus intelligents. Ils se sont adaptés rapidement, trop rapidement. À la 3e heure, nous avions perdu un tiers de notre flotte. Au moment crucial, nous avons subi 2 impacts directs, l'un sur le réacteur bâbord, l'autre sur les tourelles arrière. Nous avons tenu bon. J'ai personnellement supervisé les contre-attaques, ne laissant aucune place au doute, aucune chance à la peur. Chaque ordre que je donnais envoyait quelqu'un au diable. Mais le diable était notre seule chance. À la 5e heure, la situation a basculé, de justesse. Un vieux croiseur Marsclaw, l'Argent-Vow, a lancé une attaque suicide contre un cuirassé crixien, fissurant son noyau et embrasant le ciel de flammes bleues. L'onde de choc a mis hors service un second vaisseau derrière lui. C'était le moment décisif, la lueur d'espoir. Nous l'avons exploité. J'ai ordonné à tous les vaisseaux survivants de concentrer leurs tirs sur le flanc gauche. Sans pitié, sans délai. Ils ont obéi, non pas parce que j'étais commandant, mais parce que j'étais le seul encore debout, le seul à me battre. À la 8e heure, la moitié de la flotte crixienne avait disparu, et nous aussi. L'anneau de sable n'avait plus que 2 vaisseaux. Le Black Mare de Narek avait perdu ses communications principales et purgeait l'air. Le marteau fonctionnait à peine. La moitié de nos systèmes étaient alimentés par les groupes électrogènes de secours. Des incendies ravageaient 3 ponts inférieurs. Je n'avais pas dormi depuis 2 jours. Et puis, ils ont percé les lignes. Un de leurs porte-vaisseaux, massif, en flammes, mais intact, a franchi les lignes de front, droit vers la Terre. Elle atteindrait l'orbite dans l'heure, et plus personne ne pourrait l'arrêter. Ni vaisseau, ni missile, ni miracle. Une seule option. Je me tenais dans le couloir, devant le cœur du réacteur du Hammer. La clé de sécurité était déjà dans ma main. Vren m'y a rejoint. Elle savait. Que je devrais le faire, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Elle me regarda, et pour la première fois depuis longtemps, je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis le début. De la peur. Non pas de la mort, de la perte. Si tu appuies sur cet interrupteur, murmura-t-elle, tu deviendras la fin de ton histoire. Je souris, épuisé et brisé. C'est déjà fait, reine, dès l'instant où j'ai commencé. Elle ne tenta pas de m'arrêter. Elle posa simplement sa main sur la mienne et hocha la tête. Le marteau d'obsidienne bondit droit sur le porteur. Plus de boucliers, plus d'armes, juste l'élan et un détonateur. J'ai diffusé un dernier message à la flotte, à la galaxie. Ici, le commandant Wren Maddox. J'ai commis des actes terribles, certains sous le coup de la colère, d'autres sous le coup du chagrin, d'autres encore parce que je croyais n'avoir d'autre choix. Mais s'il reste quelque chose en nous qui mérite d'être sauvé, c'est le prix à payer. Le marteau a percuté le porte-vaisseau de plein fouet et j'ai appuyé sur la détente. L'explosion déchira le ciel. Les 2 vaisseaux se désintégrèrent dans une vague de feu et un effondrement gravitationnel. Le noyau du porte-vaisseau se rompit. Sa flotte, paniquée, se dispersa et battit en retraite. C'était fini. Non pas parce que nous avions gagné, mais parce que nous leur avions redonné une raison de craindre. Ils l'appelèrent le dernier marteau, le coup qui mit fin à la bataille. Ils l'appelèrent le dernier marteau, le coup qui mit fin à la bataille. Cela a forcé les Crixiens à reculer
et à reconsidérer leur position. Cela n'a pas apporté la paix, mais cela nous a donné l'espace nécessaire pour respirer, reconstruire, nous interroger. Wren a survécu. Elle a veillé à ce que le message continue de circuler. La vérité n'est pas morte avec moi. Elle a brillé avec plus d'éclat. Certains disent que j'étais un traître, d'autres un martyr. Aucun des deux n'a raison. J'étais simplement un homme qui en avait assez. Un homme qui a choisi de ne pas laisser les monstres gagner, même si cela signifiait devenir l'un d'eux lui-même.